Avril 2002. Paris fête les 100 ans de Madeleine Milhaud, qui durant un demi-siècle a partagé la vie de son mari, le compositeur Darius Milhaud. Après l'interprétation d'un des 18 quatuors de Darius Milhaud, on projette L'Espoir, le film d'André Malraux sur la guerre civile espagnole de 1936. C'est Milhaud qui en a composé la musique. Les ombres grises qui défilent sur l'écran rappellent à Madeleine Milhaud d'autres fantômes qui ont traversé sa longue vie. Madeleine Milhaud habite boulevard de Clichy depuis 1925. Mais c'est Darius Milhaud, alors célibataire, qui s'est installé le premier dans cet immeuble. C'est-à-dire qu'il a pendu la crémaillère avec Paul Morand. Parce que Paul venait de louer un appartement qui était trop petit. Donc ils avaient décidé d'envoyer les invitations ensemble. Et c'était la foire. Et Milhaud a eu l'idée d'aller faire venir un lion. Donc nous sommes allés à la ménagerie. Et j'entends encore le bonhomme lui dire « Écoutez, à quel étage habitez-vous » Ben, au premier. Parce que le lion montera mais ne descendra pas. Donc, pas de lion. Alors, pas de lion, par contre, des oiseaux. Et ça, nous avons été alors témoins d'une scène de théâtre incroyable avec des oiseaux. Des oiseaux qui tiraient un petit canon, il y en a un qui tirait, l'autre mourait, le docteur venait, il guérissait l'oiseau, etc., etc. Inimaginable. Cet étonnant spectacle ajoutait à l'admiration que Madeleine Milhaud portait à son cousin Darius. Elle était née à Paris en 1902, l'année fameuse de la première représentation de Péléas et Mélisande, qui allait ébranler toutes les conventions de l'opéra. Le père de Madeleine était originaire d'Aix-en-Provence, berceau de la famille Milhaud. Son neveu Darius y avait vu le jour en 1892. La santé fragile de son fils incita Sophie Milhaud, sa mère d'origine italienne, à consulter un spécialiste. Évitez-lui les émotions fortes, lui avait-il conseillé, comme celles que peut provoquer la musique. Son père, Gabriel Milhaud, qui descendait d'une longue lignée de juifs comtadins, s'occupait à Aix du commerce des amandes. Il sut très vite que son fils ne lui succéderait pas. Darius avait seulement 12 ans lorsque Léon Bruguier, son professeur de violon, l'intégra à son quatuor. Ce gosse, parce que c'était tout de même un gosse, a été exposé à la lecture de quatuors classiques et il s'est toujours souvenu de le déchiffrage du quatuor de Debussy, qui a eu pour lui une très très grande importance, tandis que les trois autres musiciens étaient plutôt un peu interloqués et même choqués. Ils trouvaient ça un peu plaisantin. 8 ans plus tard, Darius Milhaud composait son premier quatuor. Il a dédié ce premier quatuor à Paul Cézanne, qu'il considérait comme le meilleur photographe de la Provence.
L'amour que Darius portait à sa province l'incita à situer le mythe d'Orphée aux Saintes Maries de la Mer. Il allait assez régulièrement au pèlerinage des Saintes Maries de la Mer avec les Ourakiles, qui avait lieu en mai, et tous les ans, les gitans viennent de toute la partie d'Europe pour se réunir aux Saintes Maries et ils passent la nuit à prier. Et ça, c'est la raison pour laquelle là, Eurydice est une gitane dans l'esprit de Darius. Une femme pleine de mystères, venue d'un au-delà des terres de Provence. Alors que la partition de cet opéra en 3 actes fait référence à la musique de Monteverdi, la suite provençale reprendra certains des thèmes d'un compositeur aixois du XVIIe siècle, André Campra. La suite provençale fait partie des nombreuses partitions où Darius Milhaud a célébré la nature de la Provence. Il y a toujours, vous savez, il y a des sources chez lui. C'est comme le catalogue de fleurs. Moi, un jour, j'ai compris le catalogue de fleurs. Un jour où Madeleine a rapporté des fraisias à Milhaud. Et quand j'ai vu Milhaud fourrer son nez dans les fleurs, avec une espèce de plaisir intense, il adorait les fleurs, vous comprenez. Ça, c'était... Alors, ce catalogue de fleurs, c'est pas une plaisanterie, vous comprenez. C'est l'amour des fleurs. Il semble d'ailleurs, Madame Milhaud, que vous ayez la main verte. Ça a été le seul reproche de Darius. On me disait que je m'occupais des fleurs avant de lui donner son petit déjeuner le matin. Il y avait un peu de vrai. 1909, la même année, Darius passe son baccalauréat et réussit l'examen d'entrée au Conservatoire de musique de Paris. Il a pour professeur Paul Ducasse, le célèbre auteur de L'apprenti sorcier, dont il trouve l'enseignement conventionnel, et André Gédalge, un éminent spécialiste du contrepoint. D'ailleurs, Gédalge était parfait. Et il avait simplement dit, vous venez ici pour avoir un prix ou pour apprendre votre métier. Parce que si c'est pour avoir un prix, c'est la porte à côté. Quant à Xavier Leroux, le professeur d'harmonie, il incita Darius à quitter la classe car il avait déjà trouvé son propre langage, un langage qui ne devait rien à Wagner. Milhaud a tenté d'aimer Wagner, mais il n'a pas réussi. Bon, quand il était jeune, ça l'avait même un peu troublé. Après la guerre, il a été critique. À cette époque-là, il y avait 3 concerts classiques le dimanche après-midi à Paris. Et il y avait toujours un extrait de Wagner. Et puis voilà qu'un jour, il n'y a que du Wagner. Alors ce jour-là, il a écrit à bas Wagner. Ça a été un scandale inimaginable. Il aurait fichu le feu au Sénat, à la Chambre des députés, ça n'aurait été rien. Ben, c'était incroyable, vous ne pouvez pas savoir, mais ça a duré pendant des années. Et il a beaucoup aimé Berlioz. Nous sommes même allés à Londres pour voir Berlioz, parce qu'on n'avait jamais joué les opéras de Berlioz en France. Et il y a ici, dans la photographie de Nadar, c'est la photographie de Berlioz faite par Nadar, donnée à Darius par Stravinsky. Et il a écrit « Je sais que vous aimez Berlioz ». Au début du XXe siècle, la poésie française était assujettie à la préciosité savante des symbolistes. Par chance, Darius Milhaud découvre la langue simple de Francis Jammes. Son enthousiasme l'incite à rendre visite à l'homme de lettres. Le Jammes était très vaniteux, il considérait que ses œuvres étaient géniales en quelque sorte. Chose extraordinaire, c'est que cet homme a accepté tout de même que ce petit musicien, qui était encore au conservatoire, mette la brebis égarée en musique. Ça, c'est extraordinaire. 2 ans plus tard, Darius Milhaud est attiré par un autre poète, Paul Claudel. Claudel, c'est autre chose, parce qu'il y a eu vraiment une collaboration importante. Lors de leur rencontre, malgré une différence d'âge de 25 ans, les 2 hommes sympathisent immédiatement.
Vous êtes un mâle, dit Claudel au jeune Darius, et il l'entretient de sa traduction de l'Orestie, la trilogie d'Échille. L'année suivante, il lui offre de mettre en musique le premier volet, Agamemnon. Milhaud ne faisait pas de concession à Claudel, malgré son admiration. Ceci dit, le rythme de Claudel, presque la respiration de Claudel, avait une importance considérable. Moi, je remarquais Milhaud fatigué, un peu las. S'il composait sur un texte de Claudel, c'était un peu comme s'il était au bord de la mer. Il y avait une espèce d'influence presque physique. Sur le texte des Coëphores, l'autre volet de l'Orestie que Milhaud met en musique 2 ans plus tard, sa main a laissé les traces de la recherche des rythmes du texte de Claudel. Désormais, les rapports de Milhaud et de la poésie ne vont plus cesser. La poésie et la musique sont extraordinairement proches. Et la qualité de la couleur d'un mot, dans les deux sens, vraiment dans les deux cas, ça existe. Lors d'une réception organisée dans le salon des Paul-Louis Weller, en l'honneur de Francis Jammes, celui-ci demande à Madeleine Milhaud de lire une de ses géorgiques chrétiennes pour être agréable à Paul Claudel, invité de marque de cette soirée. Quand c'est fini, Claudel s'approche de moi, il me dit « Wonder Woman ». Mais vous faites trop de liaisons. Oh, c'est ça, vous avez parfaitement raison. Mais Jammes y tient. Oui, dit Jammes. Je dis, le toit tempante. Eh bien, moi, je dis, le café des arts, dit Claudel. Ah, c'était très joli. 1914, début de la Première Guerre mondiale. Darius Milhaud est exempté du service armé à cause de son mauvais état de santé. Il s'emploie à venir en aide aux victimes de l'invasion allemande. Il a rencontré Gide très souvent dans une œuvre qui avait été fondée pour recevoir les réfugiés belges dans les années 14-15. Et Gide y a fait un travail extraordinaire. Il était adoré par tous ces braves gens. Et c'est à ce moment-là que Darius, qui s'était mis en rapport avec eux pour organiser des concerts, pour avoir de l'argent pour cette œuvre, est devenu ami avec Gide, qui lui a beaucoup parlé de notre cher ami Chopin. Il interprétait, je crois, Chopin. Il avait des idées sur l'interprétation de Chopin et des idées qui étaient tout de même assez passionnantes. Et quand Milhaud est parti au Brésil et qu'il y a composé sa 2e sonate de piano-violon, il l'a dédiée à Gide, et à la fin de l'andante, il y a une citation de Chopin. Petit clin d'œil. Vous êtes la première personne à qui je raconte cette histoire, mais elle est vraie. Auparavant, Darius Milhaud avait composé une cantate d'après La porte étroite d'André Gide. Je le résumerai quand Darius lui a joué Alissa, Gide lui a dit « Merci de m'avoir fait entendre ma prose si belle ». En 1917, Paul Claudel est nommé ministre plénipotentiaire au Brésil. Il emmène avec lui Darius Milhaud comme secrétaire. Écoutez, c'est assez merveilleux pour un jeune homme, tout de même, de se trouver en présence de ce personnage assez particulier et assez puissant. Et intimement, parce qu'il en était son secrétaire, d'une part, c'est ce qu'on appelle attaché culturel actuellement. De plus, c'était pendant la guerre, il fallait tout de même organiser des concerts pour les Alliés, pour la France, etc. Il y avait un côté propagande qui était nécessaire. À Rio, Claudel aime à s'aventurer dans la forêt tropicale qui cerne la ville. Darius l'y accompagne. Tous deux en reviennent émerveillés
ils imaginent d'en faire le cadre d'un ballet, L'homme et son désir. Audrey Parr crée un décor où une série de couleurs intenses suggère la richesse végétale de cette forêt. À chaque extrémité des gradins sont répartis les musiciens de l'orchestre. Au centre apparaît l'homme que conduisent deux formes voilées, le souvenir et l'illusion. Ça a été vraiment composé comme un ballet. Du reste, Nijinsky s'est trouvé à Rio de Janeiro. Quand ils y étaient, ils étaient très impressionnés par lui. Mais malheureusement, très peu de jours après leur rencontre, Nijinsky a été malade indéfiniment, comme nous le savons. C'est ça. Mais L'homme et son désir est une importante, très importante œuvre de Milhaud. La partition de L'homme et son désir est animée par les rythmes de la musique populaire brésilienne captée par Milhaud. Non seulement il a été sensible au rythme brésilien, mais ce rythme a été présent pendant toute sa vie. Car très souvent, tout d'un coup, il apparaissait. En 1920, un journaliste, Henri Collet, fait connaissance de 6 élèves du Conservatoire de Paris, Germaine Taillefer, Francis Poulenc, Artie Honegger, Darius Milhaud et, à l'extrémité droite, Georges Auric. À gauche, Jean Cocteau a pris la place d'un absent Louis Duret. Dans son article, le journaliste les baptise « Groupe des 6 », un groupe amical qui n'avait rien de radical, comme l'était à l'époque le groupe surréaliste, mais voulait seulement tourner le dos au néo-impressionnisme debussien. Et puis, il y avait ce désir d'un art plus franc, plus populaire, qui correspondait d'ailleurs un petit peu à l'art des cubistes en même temps, si vous voulez, une pipe, un pot de tabac, etc., au lieu d'avoir une nativité, ou que sais-je, une crucifixion, ou un paysage, enfin, si vous voulez, quelque chose qui avait les pieds sur terre. Et ils y tenaient beaucoup, ils tenaient beaucoup aussi à la foire, le music hall. Et pourquoi? Parce que c'était parade. Au fond, c'est Parade de Satie qui a donné vraiment le mouvement. Je crois que le groupe des 6, je crois qu'on peut trouver ses origines très exactement dans Parade d'Éric Satie. Et donc, il fréquentait les cirques. Oui, alors même les clowns, dans Le Bœuf sur le toit, ça a été ses Fratellini, bien entendu. Ce titre, Le bœuf sur le toit, était celui d'une rengaine brésilienne dont Milhaud s'est servi pour relier une série d'airs populaires qu'il avait entendus à Rio. Il imaginait que cette musique trépidante pourrait accompagner les courses-poursuites des films muets de Chaplin. Mais Darius avait une grande admiration pour Chaplin. C'est la raison pour laquelle il s'est dit je vais le proposer à Chaplin. Il a joué à 4 mains Le Bœuf sur le toit et il y avait Cocteau. Il raconte ça à Cocteau qui dit c'est stupide, faisons un spectacle. Alors là, c'est typiquement Cocteau, une chose essentiellement brésilienne, essentiellement rapide. L'action se passe dans un bar à New York pendant la prohibition, et avec les clowns de Fratellini et tout le reste, il fait une mise en scène, une chorégraphie, comme au cinéma au ralenti. Mais ça, c'est du Cocteau pur.
Ça a été donné comme ça à Paris, et puis ça a été repris au Coliseum de Londres. Et c'est à Londres que, quand Darius y a été à Cocteau, que Darius a entendu pour la première fois un jazz. Ça a été le début de son intérêt, de l'impression du jazz sur Milhaud. Cet intérêt pour le jazz se manifesta en particulier dans la partition de La création du monde, livrée de Blaise Cendrars, décors et costumes, de Fernand Léger. Ils partaient tous les trois dans les petits bars, les petits cafés qui étaient mal fréquentés. Du reste, Darius crevait de peur. C'est Cendrars qui l'emmenait là-bas? Oui, rue de Lappe. Enfin, ça n'avait aucun rapport avec ce qu'ils allaient faire. Une évocation de dieux africains en pleine vogue de l'art nègre. Et les costumes et les décors de Fernand étaient sensationnels. Mais ça, unique, ça vraiment unique. Quant à la musique, elle écorchait les oreilles du public par ses dissonances, un véritable cataclysme sonore selon Cocteau, celui de la polytonalité. Est-ce que nous pouvons parler et aborder ce grand sujet qui s'appelle la polytonalité? La quoi? La polytonalité. Oh bon Dieu, quelle horreur. Et pourtant, Darius revendique que c'est pas les autres qui lui ont mis une étiquette, c'est un compositeur polytonal. Oui, peut-être, mais en tout cas, il ne refusait pas, quoi. Dans ses mémoires, il en parle de la polytonalité. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que la polytonalité? Pour avoir polytonalité, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'une tonalité. Dans toute la musique classique que l'on connaît, en général, il y a une seule tonalité. Par exemple, si je prends cette mélodie de Mozart, n'est-ce pas? Très simple. Aucun problème, la main gauche accompagne la main droite. Est en phase. Les accords, n'est-ce pas? L'oreille est rassurée. Bon. Alors, quand on introduit ce qu'on appelle la polytonalité, ça veut dire que, par exemple au piano, l'une des mains joue dans une tonalité et l'autre main dans une autre. Alors, en fait, c'est peut-être beaucoup dire qu'il s'agit de deux tonalités, parce que souvent, ce sont simplement des accords qui appartiennent à des tonalités différentes. Si on prend par exemple ces accords-là que je joue à la main gauche, hein, on appelle ça du Do majeur, il n'y a pas d'altération. Et à la main droite, on a une petite mélodie en tierce. On entend tout de suite que c'est pas la même chose. N'est-ce pas, ça frotte. Bon, qu'est-ce qui se passe? On a une tonalité à la main droite, mettons Ré majeur, et on en a une autre à la basse. Bon, c'est le début de la... pas le début, mais enfin, c'est dans la création du monde, ça. Ici, si je joue un peu plus lentement ma main gauche et ma main droite, on aperçoit que les accords ne tombent pas nécessairement toujours au même endroit. Alors ça, c'est une manière de faire. Mais vous savez, il n'y a pas que Milhaud qui a utilisé la polytonalité. Si je vous joue ça, par exemple... Eh bien, ça c'est le début de la deuxième partie du Sacre du Printemps. Vous avez également un accord, là en Ré mineur à la main gauche, et puis vous avez des touches noires à la main droite. C'est le même principe. Donc, dans toute cette époque, en fin de compte, on a été intéressé par cette couleur vraiment remarquable de la superposition des accords qui donne cette impression de tonalité. Milhaud, c'est beaucoup plus, si vous voulez, il n'est pas attaché, si vous voulez, aux accords en tant qu'accords, il est attaché aux accords en tant que pivot de quelque chose, comme quelque chose qui fait aller la musique en avant, si vous voulez. Je crois que chez Milhaud, la musique est un tout, si vous voulez, que ce soit le timbre, que ce soit l'harmonie, que ce soit la mélodie, tout ça, c'est quelque chose qui se propulse en avant et qui a un assez grand dynamisme. Dynamisme qui n'était pas toujours accepté par le public. Ainsi, l'exécution au concert colonne de Protet en 1920
une suite symphonique sur un livret de Paul Claudel, déclencha un énorme scandale. Et oui, il y a eu un scandale parfait. Les gens se sont battus, giflés. Non, c'était assez passionnant tout de même. Mais Milhaud, ça lui a été complètement égal. Et Darius se disait tranquillement, j'avais peur de rencontrer la différence. Mais lors de l'exécution de Protée et du Chahut, vous avez eu, paraît-il, une attitude héroïque. Je me suis levée et je me suis mise à côté de Darius, oui, en effet. Non. Mais c'est très très longtemps après que je me suis dit que c'était, au fond, c'était symbolique, ce geste. Et ça a éclairé les deux familles, peut-être, sur vos relations. Le 4 mai 1925, Madeleine Milhaud et Darius Milhaud, dont le témoin est Paul Claudel, se marient à la synagogue d'Aix-en-Provence. Il était de combien votre aîné? 10 ans. C'est relativement réussi tout de même. Oui, il fallait 50 ans sans dispute. L'entente profonde entre Darius et Madeleine Milhaud tenait à une passion commune de la musique. Très tôt, alors que sa cousine n'était pas encore sa femme, Darius jouait avec elle toutes sortes de transcriptions pour piano, dont témoigne cette floraison de main. Écoutez, je vais vous dire une chose. Oui. Le don, on n'a aucun mérite à avoir un don. Or, je déchiffrais n'importe quoi. Ce qui fait qu'à 12 ans, on déchiffrait le Sacre du Printemps à 4 mains avec Darius. Ah oui, ça devait être... Donc, j'ai été la seule de toute cette famille à être musicienne, en fait. Donc, il avait choisi mes professeurs, il m'avait flanqué dans les mains de de Marguerite Long, enfin, etc., etc. Mais je déchiffrais n'importe quoi. Milhaud travaillait le violon. Étant jeune. Il n'a jamais travaillé le piano, mais il était fichu de jouer ses concertos. C'est ça, oui. Ça, c'est à décourager les gens qui travaillent. Il avait eu aussi une puissance de concentration énorme. Par exemple, il travaillait à un ballet intitulé « Salade » pour le comte de Beaumont, quand Serge Diaghilev vint lui commander pour les ballets russes un autre ballet, Le Train bleu, à livrer d'urgence pour le remplaçant de Massine qu'il venait de congédier. Il lui a dit tout de suite, je vous préviens, que vous ne devez pas travailler pour le comte de Beaumont. Il avait en effet, ça c'était tout de même assez étonnant, dit la même chose à Auric et Poulenc. Et Auric et Poulenc s'étaient dégonflés par peur que Diaghilev ne le joue pas. Milhaud a répondu simplement, j'ai un contrat. Maintenant, je ne suis pas très sûre qu'il aurait accepté s'il ne s'agissait pas d'un ballet qui était un ballet très léger comme Le Train bleu, qui n'était pas vraiment une œuvre à méditer pendant des semaines. Parce que Darius travaillait très vite, c'est vrai, mais il méditait très, 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 très longtemps. Et c'est quand l'œuvre était parfaitement mûre, si j'ose dire, qu'il l'a composée. Là où il m'a surprise énormément, c'est que lorsque, en 47-48, on lui avait donné un petit carnet ancien, très joli, où il y avait 8 portées sur chaque page, et qu'il a décidé de faire son 14e quatuor. Et son 15e quatuor, qu'on puisse les interpréter en tant que quatuor, mais on pouvait les interpréter en tant que octuor. Par conséquent, c'était tout de même assez... Bon, ça, il l'a terminé à la dernière page du carnet. Et il n'y a pas la moindre rature. Ça, mais il m'a tout de même un peu épaté. En plus, il avait une grande modestie et humilité. Il n'allait pas jouer le rôle du compositeur qui doit s'absorber dans des... Ce qui est bien, ça arrive aussi. Toutes les qualités humaines qui sont valables, il les avait.
Et puis, Milhaud avait un côté empereur romain qui, au fond, imposait certaines choses. Les gens lui demandaient conseil très, très facilement. Il attirait, au fond, ce genre d'entretien. Satie, au fond, Satie avait beaucoup de respect pour Darius. Il avait confiance en Milhaud. Sur la fin avant qu'il soit hospitalisé, il avait pris l'habitude de déjeuner chez Braque, chez Derain et chez nous, tous les 3 jours. Buvait énormément, n'était jamais ivre. Malgré tout, il a eu la cirrhose du foie. Du reste, j'avoue franchement, ce dont je suis très fière, il m'a envoyé chez lui à Arcueil pour chercher son linge. Quand je suis arrivée à l'hôpital Saint-Joseph, la sœur, la religieuse infirmière m'a dit « Mais où est le savon ?» Alors je lui dis « Mais ma sœur, il ne se sert pas de savon, il se sert de pierre ponce. » En effet, il se grattait la peau avec la pierre ponce. Jamais cet homme n'a eu la moindre trace de poussière. 1930, montée du nazisme en Allemagne. La vie artistique passe au second plan. Pourtant, à Berlin, le théâtre Unter den Linden crée Christophe Colomb, un opéra grandiose en 27 tableaux, musique de Darius Milhaud, livré de Paul Claudel. Vous savez que dans Christophe Colomb, c'est le premier opéra où on a introduit un film. Dans la mise en scène. Ah oui, ça c'est tout à fait Claudel l'avait voulu. Alors maintenant, ce qui n'est pas fait pour simplifier, c'est que ce qui se passe sur l'écran décrit, illustre la situation, si vous voulez, mais pas tout à fait de la même manière dont la scène se déploie devant le public joué par les chanteurs. Vous savez, c'est assez extraordinaire parce que c'est évidemment une représentation qui a énormément frappé les Allemands, parce que quand nous sommes allés à Berlin pour l'Orestie, je crois que c'était en 53-54, il y a des gens qui venaient avec le programme de Christophe Colomb pour demander à Darius de le signer. De la première représentation. Oui, tout à fait. De 1930. Et il y avait le bonhomme qui plaçait les gens et qui était dans une maison de retraite et qui avait demandé à sortir pour venir voir Darius. Alors, je veux dire, ça avait énormément frappé. Pourtant, au cours des troubles politiques des années 30, c'était plutôt Wagner que les nazis mettaient à l'honneur. Il y a eu tout de même des articles dans la presse nationaliste, pas particulièrement sympathiques, mais enfin, non seulement ça a 30, mais ça a été repris en 31. Hein. Mm-hmm. Et d'ailleurs, joué l'année dernière à l'Opéra de Berlin, et cette année aussi. Mais Milhaud était follement joué en Allemagne. On serait surpris de la liste des choses de Darius qu'on a données en Allemagne avant la guerre. Vous savez, un jour, j'ai dit, parce que je suis considéré comme un défenseur de la musique française, alors moi j'ai dit un jour, vous savez, quand je vais à l'étranger, j'ai pas besoin. Elle se défend toute seule. En France, il faut. En France, j'essaye. Cependant, en 1938, l'État français passe commande à Darius Milhaud d'un opéra. Mais il fallait encore trouver un sujet. Alors, comme Darius considérait que la jalousie était la preuve la plus concrète et la plus parfaite de l'amour, bon, et Médée, c'était pas mal. Quand il avait envie de faire un opéra, il fallait qu'il ait un livret. Alors, j'ai commencé à lire les quelques Médées qui existent. Bon, je ne sais pas écrire, mais je sais voler. C'est comme ça que je fais, mais il n'y a pas un mot de moi. Hein. Malgré le début de la Deuxième Guerre mondiale, l'Opéra de Paris arrête la date du 8 mai 40 pour la première de Médée, mise en scène de Charles Dulin dans les décors d'André Masson. Mais le 10 mai, les troupes allemandes lancent leur grande offensive. En quelques semaines, l'armée française est disloquée.
Madeleine et Darius Milhaud fuient Paris pour ne pas tomber aux mains des Allemands. Oui, parce que s'ils n'étaient pas partis, je ne serais pas là. Et Il n'y avait pas le choix. vous n'aviez pas le choix. Vous êtes parti de... Mais non, il n'y avait pas le choix parce que nous savions très très bien ce qui se portait, d'une part étant juif, d'autre part, Milhaud était célèbre ici en Allemagne. Donc nous savions qu'il était une des premières personnes à arrêter. Et troisièmement, parce que, étant donné la santé de Darius, il ne pouvait pas aller se cacher. Darius, Madeleine et leur fils Daniel, âgé de 10 ans, gagnent difficilement Lisbonne, où ils finissent par embarquer sur un navire en partance pour les États-Unis. À peine installé à bord, Darius commence à composer son 10e quatuor. Mais quand nous nous trouvions sur le bateau, on a tendu un télégramme à Darius pour lui demandant de venir à Mills College en Californie. Et ça, c'est Pierre Monteux qui était chef d'orchestre à San Francisco. Voilà le hasard. Et c'est comme ça que tout s'est fait. Alors ça a été parfait parce que Milhaud enseignait le matin, chez lui d'ailleurs. Donc il avait tout l'après-midi pour travailler et faire ce qu'il voulait. Ça, c'est tout à fait... Il a adoré cet endroit et il était parfaitement heureux en Californie. C'est ainsi qu'en 1943, il entreprend un nouvel opéra, Bolivar, dont une fois encore, il demande à Madeleine d'établir le livret. Bolivar, c'est vraiment le symbole de la libération. À l'époque, ça avait un sens. De plus, Supervielle était à Montevideo, donc nous pouvions lui demander l'autorisation. J'ai rajouté un extrait du testament de Bolivar. Parce que c'est un superbe texte. Un industriel américain demande alors à Darius de créer à Aspen, dans le Colorado, un festival musical. Darius s'en occupera durant plus de 20 ans et il dirigera souvent l'orchestre. Non, il n'avait pas de trac au fond. Il adorait conduire et conduisait remarquablement. C'est un des rares compositeurs qui conduisait bien. Et du reste, Pierre Monteux était assis à côté de moi à une répétition à San Francisco et il m'a dit que Darius est le seul compositeur qui dirige bien. Donc, devenant de Monteux, Oui. ça m'a intéressée. De son côté, Madeleine Milhaud avait au Mills College une grande activité. Oui, j'ai enseigné le français. D'ailleurs, il y avait deux françaises, une pétiniste et une gaulliste. Ce qui arrange tout dans un pays qui est un pays neutre en plus. Bon, alors déjà ça. Milhaud n'avait qu'à être lui-même en fait. Et moi j'avais la poésie et le théâtre qui sont deux armes tout à fait valables pour les jeunes. Donc, entre montant des pièces, entre faisant des cours de théâtre, etc., ça aidait tout de même. Et vous aviez une formation de comédienne, vous? Ah ben, j'ai commencé à 7-8 ans, vous savez, à travailler le théâtre. Puis j'ai flanqué en l'air 14-15 ans parce que, heureusement, mon père ne voulait pas que je fasse du théâtre. Enfin, j'avais tout de même une base malgré tout. Et puis, j'y étais revenue en 1931. Alors là, très sérieusement, ça finit. Et j'ai demandé à Dulin si je ne pouvais pas travailler. Il m'a dit, vous êtes bien petite. Moi, je n'ai pas osé lui dire, vous êtes bossue, mais enfin, j'y ai pensé. Au fond, toutes les femmes de compositeurs étaient ou pianistes ou chanteuses. Au fond, j'étais la seule comédienne. Ce qui fait que j'ai eu des masses de choses de récitantes à faire, que ce soit pour Roland Manuel, pour Rosenthal, pour X, Y, Z. J'ai même fait la récitante de la Perséphone, avec Igor. Ici, à Paris? Non, à New York. Au Carnegie Hall, où Stravinsky dirigeait lui-même son œuvre. Mais Igor n'était pas capable de... Il est terriblement froussard et il est né dans la partition. C'est pas difficile, Perséphone.
Enfin, il y a un endroit où je lui avais demandé de me regarder. Il n'a pas fait, bien sûr. Et à Turin, je ne lui ai rien demandé du tout. Et après, il m'a fait « Vous avez fait des progrès ». Personne ne croira jamais que... il m'avait donné un chèque après Perséphone, parce qu'en disant « Vous n'êtes pas assez payé par la radio ». Non, mais il y avait un côté extraordinairement humain chez Igor. Il y a eu une fin de vie atroce. Parce qu'on ne peut pas introduire le diable dans 3 œuvres sans qu'il vienne pour une 4e et qu'il s'installe. Les 3 œuvres? Ben, vous avez Petrouchka, alors Express, c'est l'histoire du soldat. Et la 4e intervention du diable, alors? Et l'aventure du Trèfle, c'est Monsieur Kraft. Ça, c'est certain. Qui était Monsieur Kraft? C'est un musicien qui habitait à New York, qui est arrivé à Hollywood. Igor, j'ai dépensé tout mon argent pour faire un disque de vous. Et puis qui a subjugué la femme. La fin de la vie d'Igor était abominable. En 1952, les responsables du Festival d'Israël demandent à Darius Milhaud, rentré à Paris depuis déjà 5 ans, de composer un opéra célébrant le 3000e anniversaire du roi David et de la fondation de Jérusalem. Une distinction exceptionnelle pour un musicien français. C'est ce qu'on lui a reproché quand nous sommes allés en Israël, parce que la femme du président d'Israël m'a agressé violemment en me disant « Je suis scandalisée du début du livre de mémoire de votre mari. Comment est-ce qu'il ose dire qu'il est français ?» De religion israélite. C'est comme ça. Est-ce qu'il était très religieux? Il a fait ses prières tous les jours. Il n'a jamais manqué un kippour, absolument pas. Il a supporté de vivre avec une femme qui n'est pas religieuse, ça c'est déjà beaucoup. Mais il était foncièrement religieux, sans se poser de questions. Ceci dit, ça n'a pas empêché d'être attiré par le texte de Pachémétéris du pape Jean XXIII. Oui. Parce que c'est le côté humain et les idées. Oui, c'est un peu surprenant. Non, c'est pour ça que je vous dis ça. Ça a été donné au concert à San Francisco et Darius a été agressé par une dame qui lui a dit « Comment avez-vous osé mettre en musique un texte d'un pape rouge ?» De 1948 à 1962, Darius Milhaud est professeur de composition au Conservatoire de Paris. Les cours ont lieu chez lui, 10 boulevard de Clichy. Quel genre de pédagogue était-il? Était-il directionnel, autoritaire? Absolument pas. Pas directionnel du tout. Mais il pointait ce qui n'allait pas. Selon lui, mais ce qui n'allait pas, il avait toujours raison sur ce plan-là. Quant à moi, à ma génération, j'étais préoccupé du nouveau langage, j'étais préoccupé de ce que j'avais entendu au domaine musical, tout ça, l'école de Vienne. Ce n'était pas sa tasse de thé, mais c'est qu'il était contre tout dogmatisme. Donc, par rapport aux recherches qui étaient faites, il était sympathisant, ce serait beaucoup dire, mais enfin, il accueillait, n'est-ce pas, ces recherches, à condition qu'elles soient toujours vérifiées par l'oreille. Alors, il avait cette ouverture d'esprit. Au fond, ce qu'il voulait, c'est qu'il se trouve. Ce qui l'intéressait, c'est qu'il se trouve. Alors, il avait 2 sortes d'élèves, si vous voulez. Il y avait les élèves qui étaient plus
enfin, si vous voulez, plus traditionnels, ou attachés un petit peu encore à la tonalité, élargie peut-être, mais à la tonalité, puis ceux qui étaient plus attirés par le côté boulésien. Mais tous sont restés très fidèles à Darius, y compris Gilbert Ami, très très fidèle. Ce qui conduit aujourd'hui Gilbert Ami à faire étudier aux élèves du Conservatoire de Lyon une sonate pour piano et 2 violons écrite par Darius Milhaud en 1914. Ça vient un petit peu tard là, hein, déjà tout à l'heure. Hein. Le retour, donc il faut que vous arriviez à presser suffisamment pour être carrément, vraiment au tempo du début du mouvement. Hein. Et je vous encourage à accentuer bien les dissonances, celles qui créent un peu le sentiment de polytonalité. Peut-être directement sur F. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, directement sur F. À Aix-en-Provence, où le conservatoire porte le nom de Darius Milhaud, on s'efforce aussi d'entretenir sa mémoire. Ça, c'est par curiosité, je voudrais savoir ce que c'est que celui-là. Vous lisez beaucoup. Madame Milhaud, vous lisez beaucoup. Je lis tout le temps. Enfin. Le jour, Par miracle, j'ai mes yeux. intact. Après l'opération de la cataracte. Bon, écoutez, parce que je peux lire sans lunettes. Enfin. Vous lisez le jour, la nuit? Moi, je n'ai pas besoin de sommeil. Hein. C'était assez extraordinaire, je peux me passer de sommeil. Milhaud avait besoin de sommeil énormément. Bon, il me reprochait de lire du Christine de Pisan à 4 heures du matin. Je dois dire. Mais je lis pas mal de poésie, hein, et à haute voix. Quelle relation avez-vous avec la poésie? Pas tellement le sujet ou l'inspiration, mais la couleur des mots et le rythme. Le rythme est une chose implacable, enfin. Dans le vieux parc solitaire et glacé, 2 formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, et l'on entend à peine leurs paroles. Dans le vieux parc solitaire et glacé, 2 spectres ont évoqué le passé. Te souvient-il de notre extase ancienne? Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom? Toujours vois-tu mon âme en rêve? Non. Ah, les beaux jours de bonheur indicible, nous joignons nos bouches.